J'ai été blessé suite à une explosion d'IED sous mon véhicule blindé, 45 kilos. Et donc, j'ai passé 8 jours dans le coma avant d'arriver en salle de réanimation. Et puis, on a essayé de me reconstruire les pieds, plusieurs greffes d'os, et il a fallu que je prenne la décision de me faire amputer. Voilà. Donc, ça fait quelques temps que j'ai été amputé, mais je suis plus heureux maintenant qu'avec mes 2 pieds foutus. Voilà. Justement, est-ce que vous pourriez mettre des mots, nous expliquer ce que ça veut dire être plus heureux finalement Oui. avec Alors, d'autres jambes? En fait, le chirurgien, il m'a dit un jour, j'ai fait 13 ans d'études, c'est pas pour couper. Donc en fait, il a essayé avec de la bouillie, il a essayé de reconstituer des pieds. Donc j'avais un pied qui faisait 42, un pied qui faisait 39. J'avais des os qui sortaient un peu de partout. Et je me déplaçais avec une canne, à mon âge, moins vite qu'un vieux de 90 ans. Et je suis allé voir un jour le prothésiste de l'équipe de France de ski, parce que moi je suis chasseur alpin, donc je connais un peu ce monde-là, et qui m'a dit, si tu te fais amputer, je te redonne la vie d'avant. Et ma vie d'avant, c'est faire du vélo, faire du parapente, faire du ski, faire de l'escalade, et il a eu raison. Je refais avec mes prothèses la vie d'avant. Donc je cours, je fais du triathlon, je fais du parapente. Donc je suis plus heureux qu'avec mes 2 pieds. Mais moins heureux qu'avant, quoi. Il faut quand même relativiser. Voilà. Et moi, je suis là parce que le 1er juillet 2018, en Mali, à Gao, ma section elle est tombée sur un SVB IED. C'est en gros sur le suicide bomber. En arrivant à ce carrefour, j'ai passé en tête. Il y a le pick-up qui est sorti sur ce carrefour et s'est planté au milieu. Il était comme tout le monde. C'était un pick-up gris, marron, bâché. Et le gars, il a bidouillé quelque chose dans la cabine. Je le voyais bien, je l'ai dit au pilote, fais attention, on le contournait. Et à ce moment, la section est progressée vers le carrefour, s'approchait des carrefours. Là, dès que je l'ai passé, il a explosé. En fait, moi, j'ai vu le flash. J'avais la tête dehors dans le VBC. J'ai senti le flash, chaleur, un gros coup dans la tête. J'ai rentré, tout était noir. J'ai rentré dedans, en fait. Au moment que je me suis réveillé, on va dire tout était enfumé et chamboulé dans le VBCI. Voilà, j'avais un réflexe, j'ai rendu compte à la radio tout de suite. Contact. J'ai été déployée en 2010 en Afghanistan, de janvier à juin. Et j'ai vécu 17 morts, dont mon premier avait 18 ans. J'ai suivi toutes les cérémonies, fait les photos, les vidéos. J'ai été blessée à la main une semaine avant de rentrer en France. Quand je suis rentrée en France, on m'a annoncé que mon meilleur ami faisait partie des décédés de l'attentat du 13 juillet. Donc moi, je l'ai mal vécu parce que je devais le remplacer à la base sur ce poste-là, mais comme j'étais une femme et je me suis blessée, je n'ai pas pu le remplacer. Donc j'ai vécu 4 ans avec la culpabilité parce que quand il est mort, sa femme était enceinte. Elle a accouché 15 jours après qu'il soit décédé. Et il laissait 2 enfants, une femme.
Moi, je laissais rien, je n'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, j'avais que dalle, quoi. Donc en fait, j'ai trouvé une solution, c'est que en 2014, on m'a proposé la Centrafrique et je suis partie en Centrafrique. En Centrafrique, je n'avais pas prévu de revenir en France. J'avais envie de ressentir ce qu'avait ressenti mon ami qui était mort sur place. Donc je l'ai bien ressenti. J'ai senti les tirs pas très loin, entre mes jambes. J'ai vu 2 jeunes soldats du 8e RPIMA qui sont décédés, encore. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis dit que j'avais pas envie de mourir. J'arrive pas. En ce qui me concerne, j'ai été déployé en Afghanistan en 2011 et 2012. Et j'étais en Capissa, au niveau de Tagam, avec les chasseurs alpins. Et lors d'une patrouille, on remontait du sud, on remontait du poste de combat 52, on remontait vers la base. On prend un chemin, et un peu plus loin sur le chemin, on avait des enfants qui jouaient. Au bord de la route, il y avait un carton, une malle, on ne savait pas trop, mais pour le coup, ça avait attiré mon attention. Et on n'avait pas d'unité du génie devant nous, donc on a commencé à s'engager. Et un peu avant d'arriver sur le point, un des enfants s'est approché du carton et a tapé dans le carton. Le carton a explosé. Donc c'était un IED qui était placé pour nous et qui devait exploser à notre passage, ou peut-être en tapant dessus. Les enfants volaient un peu partout. Il y en a plusieurs qui ont rampé. Des morceaux, on ne pouvait rien faire. Puis la mission continuait, puis je suis rentré en France, et plus tard, en 2012, et par orgueil, par ego, j'ai mis un mouchoir dessus, pensant que si par rapport à ma fonction de chef, il ne fallait pas que j'en parle, il fallait que je prenne sur moi, et d'abord que je m'occupe de mes subordonnés. Et plus tard, j'ai été muté dans une autre unité, et je sentais que ça allait pas, j'étais plus avec mes soldats, je pouvais plus parler. Puis finalement, j'ai commencé à boire un peu plus. Et puis, rester de plus en plus tard au bureau, puis finalement, pas vouloir rentrer chez moi. Cet événement, ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais jeune papa quand j'ai été projeté. Ma fille était née une semaine avant que je parte. Et puis finalement, étant de plus en plus absent, étant de plus en plus loin et ayant de moins en moins de contacts, le divorce est arrivé, puis les événements sont enchaînés. Puis ça a été une spirale petit à petit. Et un jour, un ami médecin m'a forcé à parler et m'a forcé à aller voir un médecin, aller voir un psy. J'ai pu commencer à parler de ça, puis en parlant de cet événement qui était peut-être le plus dur, il y en a d'autres qui sont montés à la surface. Et petit à petit, ça m'a amené à continuer, à voir régulièrement un médecin. Et aujourd'hui, arriver à passer au-delà de tous ces événements que j'ai pu vivre là-bas, que j'ai pu vivre avant aussi. Et comprendre en fait pourquoi ça bloquait, et à retrouver une vie de plus en plus normale, et arrêter les cauchemars, arrêter d'y penser, arrêter de voir mes enfants là-bas. Et voilà, je suis toujours assez sensible à ça. Dès que j'en parle, ça me touche beaucoup. C'est probablement l'événement qui m'a le plus blessé. Je n'ai pas été blessé en tant que tel, donc en soi, pareil, je me disais que c'était pas nécessaire d'en parler ou de juger qu'il y avait quelque chose de psychologique derrière. Mais au fond de moi, ça m'a vraiment marqué.
Moi, j'ai été envoyé en Afghanistan, maintenant, il y a assez longtemps. J'ai quitté l'institution depuis plus de 10 ans maintenant, ça va faire 10 ans. Et effectivement, moi, j'ai toujours voulu faire l'armée justement pour faire le tour du monde et faire des OPEX. Et un peu, on fantasme un petit peu dans les théâtres d'opération où on cherche un petit peu tous l'adrénaline. Donc au début, on se rend pas compte. Au début, c'est bien, au début, c'est rigolo. Et puis le temps s'installe. Et quand il faut aller au feu, on a été entraîné et payé pour ça pendant des mois ou des années. Hein. C'est le but d'un militaire. On n'est pas là pour jouer, on nous le dit. Hein. Entraînement difficile, mission facile. Hein. C'est un peu. Pendant des années, on nous répète ça. Et puis, il y a eu un jour, on était envoyé en mission de reconnaissance avec un régiment de dragons parachutistes. Et on était positionné avec une unité sur un petit promontoire, sur une ville où il y avait une autre section qui investissait le petit village. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Hein. Le moment qu'on attend tous, le feu de l'action. Donc ça commence à pétarader de loin, parce que j'étais en appui. Et au moment de l'accrochage, il y a un des insurgés qui a sorti une arme. Il a été neutralisé rapidement. Sauf qu'à un moment donné, il y a une des maisons où il y a un gamin, il devait peut-être avoir une dizaine d'années, il est sorti. Et il a ramassé la calage de son père. Donc là, vu qu'on est en contact, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Enfin, c'est toujours après le plus difficile. Moi, je l'avais dans ma lunette. Hein. J'étais assez loin, mais c'était un tir qui était assez facile. Donc je me suis dit, il va pas la prendre, il va pas la prendre. Sauf qu'à un moment donné, il s'est baissé, il a ramassé l'arme. J'ai eu 2 secondes d'hésitation parce que bon, tirer sur un homme déjà c'est compliqué, mais sur un gamin il y a des limites quand même. Hein. Le cerveau humain il est quand même assez bien foutu. Et sauf que là j'ai douté, j'ai eu un moment de blanc donc et il a commencé à tirer là sur l'unité qui était déjà dans le village là, donc qui était sur le feu ennemi. Et là, quand j'ai vu que. Voilà, donc j'ai appuyé, puis j'ai descendu un gamin de 13 ans, quoi, une dizaine d'années, sur un tir à 300-400 mètres, quoi. Donc, sur le moment, on se rend pas compte, ce qu'on fait, ouais, c'est pas un jeu vidéo, mais on était tout presque, quoi. C'est après, effectivement, c'est après que ça fait mal. C'est quand la musique s'arrête qu'il faut payer l'orchestre, quoi. Et t'es tout seul. Tu te rends compte que t'es tout seul. T'as personne. Et puis, bien sûr, faut pas en parler. Faut pas en parler, donc c'est comme un cancer, quoi. Plus le temps passe, plus c'est dur. Et il faut vivre avec ça et se dire que t'es tout seul, quoi. Donc tu peux en parler, mais le peu que t'en parles, il y a personne qui peut te comprendre. Que t'as ressenti même les autres avec qui tu étais, soit ça minimise, soit on met un mouchoir et puis on n'en parle pas. Donc après, c'est comme un cancer, hein, t'es tout seul et ça te ronge. Ça te ronge, tu es plus et tu deviens fou parce que tu peux pas en parler. Et puis quand tu rentres à la maison, dès qu'il y a un bruit ou une odeur, ça te fait des flashbacks, tu reviens en arrière. Et tu vois ce qui s'est passé. Donc c'est dur. Notamment au-delà des séquelles physiques que tu peux avoir quand tu pars en mission ou tu peux être blessé. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, en vous écoutant, je me rends compte que je suis le seul qui ne soit pas militaire ici.
Et pourtant, ce que vous dites résonne beaucoup en moi. En fait, je vous ai dit que j'avais 2 enfants. En fait, aussi Hugo. Hugo, c'est l'été 2015. Son dernier été, il avait 23 ans. Et il est allé au concert au Bataclan. Donc ce 13 novembre, c'est une date qui est bien sûr devenue une date un peu emblématique pour beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens pensent que le 13 novembre, c'est une date compliquée, mais en fait, la vraie date compliquée, c'est le 14 novembre. C'est la date c'est la journée pendant laquelle j'ai dû essayer de savoir ce qui était arrivé, puisqu'on n'avait aucune information. Et toute la journée du 14, j'ai appelé tous les hôpitaux, j'ai fait marcher tous mes réseaux pour apprendre le samedi soir qu'en fait, Hugo faisait partie des victimes, qu'il avait été tué avec une arme de guerre, avec une Kalachnikov, avec tant d'autres personnes au Bataclan et ailleurs. Donc ce samedi 14 a été très difficile, vous imaginez. Et puis ensuite, il y a eu l'école militaire le lundi, puisque le centre de crise était à l'école militaire à Paris. Et donc avec ma famille, puisque ma mère et mes sœurs sont venues me soutenir, ma femme et moi, nous sommes allés au centre de crise. Et puis là, à l'école militaire, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Écoutez, oui, on a trouvé votre fils. Il est à l'Institut médico-légal. Je ne sais pas dans quel état il est. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Vous avez 10 minutes pour décider qui va aller le reconnaître. » Alors bien évidemment, c'est moi qui ai pris la décision d'aller le reconnaître. Et puis, je n'ai pas connu comme vous des théâtres d'opération, des théâtres de guerre, mais je peux vous dire que Paris, tous les gens que j'ai rencontrés étaient dans un état de chaos qui faisait que certaines personnes se sont, je dirais, élevées au-dessus des autres. Et j'ai été pris en charge à l'Institut médico-légal par une personne qui me dit « Voilà, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir voir votre fils à travers une vitre. » Il y en a très peu que l'on peut voir puisque parfois, on ne peut montrer aux familles qu'une main à travers un drap, puisque leurs enfants sont dans des états qui font qu'on ne peut pas le montrer aux familles. Donc j'ai pu voir mon fils, j'ai pu le reconnaître. Et puis bien sûr, a commencé le moment où on doit commencer à vivre avec notamment la culpabilité. C'est pour ça que ce que vous avez évoqué sur la culpabilité, sur le fait de prendre sur soi, c'est moi qui lui ai payé le billet pour aller au Bataclan. J'étais motard et je me suis écrasé dans un camion. Je me suis réveillé à l'hôpital. Très amoché. Des souvenirs que j'ai. Aucune solidarité. Pas d'aide. Quelques coups de fil, quelques visites de ma section. Je souffrais tellement physiquement, psychologiquement, moi qui étais un dingue de sport, de ne pas pouvoir bouger, d'être attaché au lit, j'étais fracturé de la tête aux pieds. J'ai dû me créer une carapace, j'ai dû sûrement être méchant avec des personnes, j'ai dû retourner à ce que j'avais appris à l'entraînement, à mettre des visières et avancer, quoi qu'il arrive, pour me reconstruire. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu mes aptitudes TAP, OPEX, mon métier, ma passion. J'ai perdu le sport. J'ai perdu ma famille, mes enfants, ma maison. Il me restait mes sacs et ma voiture. Donc il y a très peu de personnes qui connaissent ce que je raconte là, même ma famille proche. Donc je me suis retrouvé
à vouloir changer de vie. Je me suis inscrit au collège ostéopathique de Provence pour viser haut et recommencer mes études. Et en rentrant le soir dans ma voiture à Marseille, dormir dedans. Mon unité, il est rentré du Mali, mais j'arrivais plus on va dire, j'arrivais plus le rejoindre mon unité. Mais au niveau des carrières, c'est le B-Stat en fait se rapprochait, je devais faire le B-Stat. Dans le chef BUI, il m'a mis à l'instruction avec des jeunes. Mais pour vous dire, par exemple, c'est les jeunes, les officiers qui arrivent au régiment, ils sont formés en fantassin. Voilà, 12 semaines de formation. Sur 12 semaines, il y a 8, c'est en forêt, dans les garrigues. Et là, je n'ai pas pu supporter ces responsabilités que envoyer les gars au combat comme ça, sous mes ordres, de mourir ou être blessé. Voilà, j'ai pas pu les cauchemars qui sont venus, j'ai pas pu l'alcool, la drogue. Voilà, j'ai été placé en congé maladie. Et après, puis un CLDM. C'est en position non active, en fait. Et j'ai séparé aussi avec ma femme. Ma femme, elle m'a quitté. Malgré qu'on a 2 enfants. Parce qu'il a aussi, il n'a pas supporté. J'ai devenu violent, colique. Mais seule chose qui m'est restée, c'est les valeurs à l'armée. Moi, je me suis engagé à 19 ans. Et les enfants aussi, qui m'ont resté. Je me suis engagé à 19 ans, voilà. C'est notre but. C'est légionnaire, c'est involontaire. Servir la France avec honneur et fidélité. Voilà les valeurs qui m'ont repêché de tout ça, le sport et mes enfants. Bon, revenons sur la solidarité. Je pense que dans tous les corps d'armes, les gens étrangers, régime général, quoi qu'il en soit, gendarmerie, tout j'en passe, la solidarité existe. Premièrement, bon, on s'est aperçu depuis longtemps, depuis que les Américains ils ont travaillé sur ça au Vietnam, que les blessés de guerre, déjà, il faut les aider, même en retard. Et aujourd'hui, on voit la cabane qui a été mise depuis des années. Et on continue à avancer, à chercher comment pouvoir aider les blessés, psychologiques ou autres. Bon, on n'arrête pas d'essayer de voir. À la Légion étrangère, c'est particulier, pour quelle raison? Parce que déjà, Legio Patria Nostra, chez nous, c'est-à-dire la Légion, c'est notre patrie. Du moment que c'est notre patrie, tout ça se passe dedans. Ça veut dire qu'on a un problème, on résout le problème. Il faut aussi le mériter, par contre. Ça, c'est une logique. Tout se mérite dans la vie. On ne peut pas demander et rien donner. On donne et on reçoit. C'est logique. Moi, j'ai trouvé auprès de blessés, comme Sébastien, comme d'autres blessés pendant les Invictus Games. Et puis un peu vers ma famille, mais pas trop, parce que ma famille, je l'ai un peu mis de côté. Parce que quand je suis rentrée d'Afghanistan, à part frapper ma sœur, j'ai pas su exprimer grand-chose, en fait. C'était de la violence. Du coup, moi, j'ai protégé ma famille en n'allant pas vers eux. Mais c'est des blessés, pour ma part en tout cas. C'est d'autres blessés qui m'ont aidé, mais qui m'ont aidé plus tard. C'est-à-dire à partir de 2016, alors que j'avais été blessée en 2011. En 2016, j'ai rencontré des blessés qui, eux, m'ont aidé. Qui m'ont tendu la main, alors qu'à la base, on partait juste sur un reportage photo. On faisait notre reportage photo. Et puis en discutant... moi, j'ai
j'ai vécu ça, est-ce qu'on t'a aidé, est-ce que la Kabat t'a aidé, est-ce que tout ça, donc moi tout ça je ne les connaissais pas. Et après au fur et à mesure, j'ai discuté avec 1 ou 2 blessés, un de la Légion et un troupe de marine qui eux m'ont aidé, avec qui j'ai encore contact, qui m'ont aidé à monter des dossiers, qui m'ont aidé par rapport à ma famille, parce qu'il fallait expliquer à ma famille. Ma famille, moi, n'a pas compris ce qui se passait en fait. Je pense que quand on a surtout une blessure psychologique, il y a la culpabilité, mais parfois il y a la honte. On n'a pas la légitimité d'être blessé. On n'a pas la légitimité à parler alors qu'il y a des gens qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un conjoint, enfin voilà. Cette honte, elle pousse beaucoup de gens à se taire et à s'enfermer en fait sur leur histoire. Le problème, c'est que quand on ne parle pas, on ressasse, ça devient compliqué. On arrive à avoir comme je disais tout à l'heure, des envies que ça s'arrête, de mettre fin à tout ça. Et je pense que, moi, pour ma part, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est par hasard d'en discuter avec une collègue, une adjudant-chef, qui a vécu un peu la même chose que moi. Pareil, retour d'Afghanistan, très compliqué. Des décès dans sa section, son meilleur ami qui reste, qui revient pas. Et ça fait 5 ou 6 ans que je la connais et je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Elle en a jamais parlé, avec aucun psy, avec aucun médecin. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. Et puis un jour, je me suis mise à pleurer parce que c'était très, très, très dur pendant un footing passionnant. Et puis elle a tout lâché et elle m'a dit ben voilà, moi aussi j'ai vécu ça. Et elle s'est reconstruite au travers d'une association, pareil. Elle a rencontré des gens avec qui elle en a parlé, complètement dans le cadre privé, la camaraderie. Et puis, alors pour les civils c'est un peu différent, mais à l'armée, on a forcément quelqu'un, il y a forcément quelqu'un qui sait ce qu'on a vécu. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne personne. Ça peut être un psy, ça peut être un camarade, ça peut être un ami. Un binôme. Pardon ? Un binôme. Un binôme, exactement. Il faut se trouver un binôme et il faut apprendre à vivre avec. On parlait de résilience. C'est quelque chose qui doit forger, qui doit rendre plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est important. Et je pense que d'en parler, c'est le début de la guérison. Il faut aller de l'avant. L'armée va de l'avant, mais il faut aussi individuellement aller de l'avant.